Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Effectivement, comme tous les jours de la semaine après le journal de 13h, Franck Ferrand nous entraîne au cœur de l'histoire. C'est un moment d'évasion, de rêve, quoique aujourd'hui on parlerait plutôt de cauchemar. Bonjour Franck. Bonjour Julia, bonjour à tous. Une nuit de cauchemar en effet, une véritable tache sur l'histoire de France que ce massacre de la Saint-Barthélemy qui s'est déroulé dans les toutes premières heures du dimanche 24 août 1572. Alors nos auditeurs ont certainement bien des questions à vous poser, à vous et à votre invité. Ils peuvent le faire en se rendant dès à présent sur le site d'Europe 1, www.europe1.fr. Mon invité est de ceux qui entretiennent chez les Français le goût de l'histoire. La Saint-Barthélemy, il la raconte à travers le parcours tragique d'un roi oublié, Charles IX, qu'il a rebaptisé Charlie avec un Y, 9 en chiffre arabe. Vous voyez que le ton est donné. Vous aurez compris que nous sommes aujourd'hui en compagnie de Jean Telet. De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. C'est un exercice auquel les Français sont peu habitués et qui pourtant n'est pas dénué d'intérêt. Imaginez ce qui se serait passé si les événements avaient pris un autre tour. Appelons ça de l'histoire-fiction ou de l'Uchronie. Dans cette veine, Joël Schmitt publie ces jours-ci chez Albin Michel un essai intitulé « La Saint-Barthélemy n'aura pas lieu » et sous-titré « Et si la France était devenue protestante ?» La question peut faire sourire après coup, mais en vérité, elle mérite d'être posée. Car au moment où survient la Saint-Barthélemy, en 1572, tout peut laisser penser que les chefs huguenots sont à deux doigts de s'emparer du pouvoir en France et de faire basculer la fille aînée de l'Église dans le camp des États protestants. Alors attention, je suis pas en train de vous dire que la Saint-Barthélemy à elle seule a maintenu le royaume dans la catholicité, mais ce qui est à peu près certain, c'est que sans ce massacre et tous les massacres qui ont suivi, sans ce drame fondateur et traumatisant, l'histoire de France aurait pris un autre cours. Tout commence comme dans une comédie, vous allez voir qu'on va vite tourner à la tragédie, pour pas dire même au grand guignol. Tout commence par les joyeux préparatifs d'un mariage princier. Le 18 août de cet an de grâce 1572, à Notre-Dame, la sœur du roi Charles IX, la très catholique Marguerite de Valois, c'est la fille de Catherine de Médicis, doit épouser un huguenot, le jeune prince Henri de Navarre. Elle s'appellera un jour la reine Margot et lui le roi Henri IV. Le voici, Henri de Navarre, regardez-le debout sur ses étriers, à la tête de 800 cavaliers tous vêtus de noir, 800 protestants pour la plupart du sud, qui rient, qui font de l'éclat, se battent parfois entre eux sous les regards réprobateurs de la population parisienne. Population très catholique à Paris et donc très anti-protestante. Et c'est ce parpaillot qu'on va donner pour époux à notre bonne princesse. Le peuple est ulcéré, il ne comprend pas l'idée de ce mariage. Idée pourtant simple, c'est cimenter la réconciliation des élites catholiques et protestantes, Charles IX se posant en garant de la paix civile. Il faut dire que, depuis la paix de Saint-Germain 2 ans plus tôt, la monarchie a consenti de gros avantages aux protestants. Liberté de conscience et de culte, octroi de 4 villes de sûreté, qui sont des places de choix, un rôle tout à fait déterminant réservé à l'amiral de Coligny, qui est le grand chef huguenot, et ce rôle au sein même du conseil privé du roi. Au Conseil, Coligny a essayé très vite de convaincre Charles IX de s'en aller faire la guerre à l'Espagne. Contre le duc d'Albe, il a déjà massé 3000 soldats à la frontière des Flandres, et ça dans un but très clair, aider les Pays-Bas protestants dans leur révolte contre les Espagnols. Cela, dit-il, ressoudrait l'unité nationale. Faut-il insister sur l'opposition farouche de Catherine de Médicis à cette initiative. Charles IX et sa mère en sont réduits à jouer plus ou moins les arbitres entre ces deux camps.
On essaie officiellement de faire la paix, mais il faut le dire, c'est une paix bien précaire. On n'en continue pas moins d'éprouver de part et d'autre une haine recuite pour ceux d'en face, et partout dans le royaume, les prédicateurs catholiques s'insurgent contre ce qu'ils vivent comme un revirement de la couronne. Ce mariage de la princesse Marguerite avec Henri de Navarre est vécu comme une provocation. Vous voyez que ce mariage donc d'une princesse catholique et d'un prince protestant n'est pas mal perçu seulement à Paris. Paris, encore une fois, très catholique. La France entière se pose des questions. Et le Parlement de Paris, qui réunit les hauts magistrats, va aller jusqu'à bouder les cérémonies. Une curieuse cérémonie du reste, qui se déroule en pleine canicule, dans une atmosphère de fête forcée, extrêmement pénible. Les protestants, pendant la cérémonie religieuse elle-même, sont restés au dehors, ils ne sont pas entrés dans Notre-Dame, ils sont avec Coligny. Le mari, d'ailleurs Henri de Navarre, n'entre pas dans l'église, lui non plus, il n'entrera qu'après la messe. Quant à la jeune mariée, Margot, dans sa robe de satin rose brodée d'argent, elle n'a donné son consentement qu'après avoir reçu d'un de ses frères, Henri de Guise, une violente bourrade. L'amiral de Coligny ironise au moment où il va entrer dans la cathédrale, donc après la messe, il voit flotter dans la nef les bannières prises à Jarnac, à Moncontour. Il lance: dans peu de temps, elles seront arrachées et remplacées par d'autres plus agréables à regarder. La vieille Catherine de Médicis aura beau, dans toute la journée, multiplier les attractions en vue de détendre l'atmosphère, vous savez que c'est sa grande spécialité, l'heure n'en est pas moins au complot. Les protestants sont convaincus d'être à la veille d'une prise de pouvoir, et face à eux, Henri de Guise, l'archange vengeur des catholiques. Henri de Guise et tous ses partisans s'insurgent. Ne nous y trompons pas, ces craintes, encore une fois, sont partagées même au sommet de l'État. Catherine et son fils préféré, Henri, le jeune frère du roi, en sont à comploter activement contre Coligny. Il faut, pense la reine-mère, décapiter la rébellion calviniste. Et pourquoi pas maintenant ? L'idée, ce serait évidemment dans l'esprit de la reine, c'est d'éviter la guerre. Elle est convaincue qu'une victoire en Flandre donnerait à Coligny le contrôle du Conseil et qu'elle lui donnerait sur le roi un ascendant définitif. L'idée proprement machiavélique de Catherine et d'Henri, c'est de faire assassiner Coligny et les proches de Coligny par les Guises, en espérant que les Huguenots, en retour, décapiteront pour se venger les leaders du camp ultra-catholique. Que les extrêmes s'éliminent mutuellement, pense Catherine, et moi je pourrais reprendre ma politique de conciliation. 4 jours après le mariage, on apprend, et ce n'est donc pas une surprise, qu'une tentative d'assassinat vient d'être perpétrée contre l'amiral de Coligny, le 22 août donc. Les Huguenots ne se tiennent plus de colère, ils demandent justice au roi, et on a ce malheureux Charles IX, bouleversé par la nouvelle, qui envoie son chirurgien Ambroise Paré à l'amiral blessé, et l'après-midi même, le roi se rend en personne au chevet de Coligny, accompagné, comble d'hypocrisie, par sa mère Catherine et par son frère Henri. Coligny n'est pas dupe des minauderies de la reine-mère, mais il est touché par la sollicitude du roi et il en profite pour faire confirmer l'intervention militaire en Flandre. Cette fois, Catherine de Médicis prend peur. Elle réunit ses conseillers, qui sont presque tous des Italiens, vous savez, et puis elle se rend chez le roi, son fils, pour lui mettre sous les yeux ce qu'elle considère comme les preuves d'un complot protestant contre la couronne. Charles IX refuse que l'on touche à un cheveu de Coligny, il ne veut pas qu'on y touche, il s'emporte, il se débat, mais de moins en moins. La reine mère est excédée. Elle entraîne ses plus proches conseillers dans le tout nouveau jardin des Tuileries. C'est là, semble-t-il, que c'est décidé, le bain de sang. Elle a décidé, Catherine, de jouer le tout pour le tout. Elle retourne chez son fils. Le roi pleure, il résiste encore. Là, vraiment, il résiste plus beaucoup. Et puis, il craque. Eh bien, par la mort Dieu soit. Mais alors qu'on les tue bien tous, dit-il. Qu'au moins, il n'en reste pas un pour venir me le reprocher après. Est-ce qu'il croyait si bien dire ? Le massacre commence dans la nuit du samedi 23 au dimanche 24 août.
Un extrait sur Europe 1 de l'Adagio pour cordes de Samuel Barbère. Restez avec nous. Dans un instant, on retrouve Franck Ferrand qui nous raconte aujourd'hui le massacre de la Saint-Barthélemy sur Europe 1. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Précisément au cœur de la nuit de la Saint-Barthélemy, à quelques minutes à peine du massacre, Franck. Oui, vous faites monter la tension, la pression, Julie. Le roi Charles IX a dit « tuez-les tous », eh bien vous pouvez faire confiance aux milices catholiques pour appliquer cet ordre à la lettre. Au Louvre, la tension est extrême. Le roi refuse, il retarde son coucher, disons. Il essaie de retenir notamment la Rochefoucauld, son premier gentilhomme, qu'il devine condamné. « Bavardons encore », lui dit-il. « Sire, je tombe de fatigue. »« Eh bien, dormez avec mes valets de chambre. »« Merci, leurs pieds sentent trop mauvais, » répond la Rochefoucauld. La vérité, c'est que le premier gentilhomme, ce soir-là, a un rendez-vous galant. Comment pourrait-il savoir, en quittant le Louvre, qu'il court à sa mort ? La plus bouleversée de tous, peut-être, et paradoxalement, c'est la reine-mère. Sur les coups de minuit, elle est prise de remords, elle ne tient plus en place, elle envoie au duc de Guise un messager porteur de contre-ordre. Il faut annuler l'opération. Ah oui, mais là, cette fois, il est trop tard. Le signal du massacre devait être donné par le beffroi de l'hôtel de ville. C'est en fait le tocsin de Saint-Germain-l'Auxerrois qui sonne avec 1h30 d'avance le début des hostilités. Entre 1h et 4h du matin, des groupes d'hommes se répandent donc dans la ville et ils mettent à mort tous les capitaines huguenots. Coligny est évidemment la première victime. Il tombe sous les coups d'un commando, si je puis dire, mené par Henri de Guise. Je dis si je puis dire, mais vous allez voir que Jean Telet, lui, emploie des mots modernes bien plus que moi. Carrément, oui. Le corps de Coligny est percé à coups de rapière. La rapière, c'est une épée fine et longue. Il est ensuite défenestré, puis son cadavre sera mutilé affreusement. On ne s'en tient pas au chef militaire, il faut le savoir. Les seconds couteaux aussi sont visés et bientôt toute la population protestante, civile compris. Les meurtres sont assortis souvent de viols, évidemment de pillages. Alors au Louvre, on s'affole un peu quand même. Ordre est donné au prévôt des marchands, l'ancêtre du maire de Paris, et à tous les séchevins de la ville de faire cesser les désordres au plus tôt. Ah oui, tu parles. La reine-mère et ses conseillers ont joué les apprentis sorciers. Et bien maintenant, ils sont débordés par la violence. C'est l'anarchie qui s'installe. Au petit matin de ce dimanche 24 août, les cloches de Paris sonnent les matines à toute volée et le bruit se répand que dans le cimetière des Innocents, les aubépines auraient fleuri à contre-saison. Ah, mais ça c'est interprété comme une sorte de miracle. C'est l'approbation du ciel, c'est une sorte de bénédiction tardive à ce qui vient de se passer. La curée, la tuerie générale, a fait cette nuit-là entre 2 et 3 000 morts. À 11h, le roi publie un mandement qui attribue la mort de l'amiral de Coligny et celle de ses lieutenants à un règlement de compte interne à la communauté huguenote. On appelle au calme, mais les violences ne vont pas s'arrêter si facilement. On continue de poursuivre les derniers protestants, jusque dans les caves, jusque dans les cachettes, on les traîne jusqu'aux grèves, jusqu'au pont où ils sont assommés, poignardés, gorgés, précipités à l'eau. Plus personne n'est épargné, ni les vieillards, ni les femmes, ni même les enfants et les nouveau-nés. La Seine, toute rougie par tant de sang, charrie maintenant des centaines et des centaines de cadavres mutilés de la plus affreuse façon. On ne les a jetés au fleuve qu'avec l'espoir que le courant les conduirait loin, au plus loin même, jusqu'à Rouen peut-être, où ils allaient servir d'avertissement aux autres hérétiques. Oh no,
par le fer et par l'incendie, extrait de l'opéra Les Huguenots, Franck. Ah oui, c'est de Circonstances de Meyerbeer. Alors le soir du 24 août et jusqu'au lendemain après-midi, le roi et la reine-mère adresseront lettre sur lettre au gouverneur des provinces pour essayer de minimiser l'affaire et surtout pour dénier toute responsabilité dans les violences parisiennes. Seulement ces lettres ne vont pas empêcher les massacres qui se perpétuent à Orléans, à Saumur, Angers, Lyon et Rouen et Bordeaux, Toulouse, Valence, Orange, Agen, Castres et ailleurs encore. Le mardi 26, alors que la capitale est toujours en ébullition, le roi se rend au Parlement et cette fois, il change de discours et déclare que tout ce qui s'est fait l'a été sur ses ordres, par sa volonté. C'est lui, dit-il. C'est lui, dit Charles IX, qui a ordonné l'exécution de ces Huguenots parce qu'ils complotaient contre l'État et contre sa couronne, ce qui ne l'empêche pas de reconduire l'édit de Saint-Germain. On n'est pas à une ambiguïté près. Que penser, une contradiction près? Que penser d'un tel revirement? Bien, si l'on en croit les historiens d'autrefois, c'est bien Catherine de Médicis qui aurait été la vraie et quasiment la seule coupable de la Saint-Barthélemy. Et ce ne serait là que le plus odieux des chapitres sinistres qui tissent la légende noire de cette souveraine. On lui prête, vous savez, les dessins les plus retors. N'aurait-elle pas été jusqu'à marier sa fille à un Huguenot dans le seul but d'attirer à Paris tous les chefs protestants? Ce serait un piège en quelque sorte. Simplement, j'aimerais d'une petite voix poser la question suivante. Quels seraient dans ce cas les mobiles du crime? La mère du roi avait-elle intérêt à relancer des guerres intestines qui allaient plonger de nouveau le royaume dans un chaos infernal? Tout ce mal qu'elle s'était donné depuis tant d'années pour concilier les contraires, tous ces gages qu'elle n'avait cessé de donner de son envie de réconcilier les ennemis d'hier, tout cela cachait-il en vérité une soif de vengeance, soif assez difficilement explicable? À l'évidence, les choses sont plus complexes. Il faut prendre un peu de hauteur si vous voulez et aller voir notamment du côté de l'Espagne. Le souverain très catholique Philippe d'Espagne, le fils de Charles Quint, est le grand ennemi déclaré, autoproclamé des protestants en Europe. Or, au début de cette année 1572, dans les Pays-Bas espagnols, qui sont, donc vous avez compris, soumis à sa loi espagnole, les Huguenots viennent de se révolter contre leur gouverneur, contre le duc d'Albe. Or, ces réformés des Pays-Bas n'ont pas de plus ferme appui que le grand chef français Coligny. Ils en attendent des renforts et du reste, le roi de France en personne, Charles IX, paraît disposé à faire pièce aux Espagnols dans ces Pays-Bas afin de desserrer les taux des Habsbourg sur la France. La monarchie française se méfie d'autant plus de Philippe II qu'en 1571, la victoire de la Ligue catholique sur les Turcs, la Sainte Ligue, vous savez, c'est la bataille navale de Lépante qu'on a racontée à ce micro. Donc en 1571, cette victoire a dangereusement doté l'Espagne d'un surcroît de puissance. La reine-mère Catherine est moins sensible à ces considérations de géopolitique. Elle, ce qui lui importe d'abord, c'est l'équilibre interne du royaume. Et elle sait que les Huguenots pourraient retirer d'une grande victoire aux Pays-Bas un surcroît de puissance. Ainsi donc, si les réformés néerlandais peuvent compter sur Coligny et accessoirement sur Charles IX, le roi d'Espagne, lui, sait qu'il peut compter à Paris sur la famille de Guise et sur le parti ultra-catholique. Les hostilités contre l'Espagne vont commencer. On est vraiment à deux doigts. Charles IX autorise, vous l'avez vu, un contingent à occuper déjà Valenciennes et Mons. Tout se passe comme s'il s'agissait pour la couronne de France de ménager les Huguenots, le temps que soit scellée l'union de Marguerite et d'Henri de Navarre. Henri, dont la mère Jeanne d'Albret est d'ailleurs morte sur ces entrefaites, ce qui va repousser le mariage. En août, le plan de guerre a été abandonné. Au départ, on devait envahir carrément les Pays-Bas le 10 août. Pourquoi dès lors s'attaquer aux Huguenots, et spécialement aux premiers d'entre eux? C'est ici qu'il faut redescendre, si je puis dire, sur le plancher des vaches et en revenir au microcosme de la cour. Catherine sait combien le retour en grâce de Coligny l'a marginalisée. Elle n'est plus vraiment le chef du conseil et elle sait que tout ça confère au roi, qui est très proche de l'amiral de Coligny, une autorité qui va finir par l'émanciper de la tutelle maternelle. D'où très probablement son accord final au crime politique qui va se jouer le 22 août. Et vous savez qu'on manque ce jour-là, l'amiral Coligny n'est pas tué. Ça, c'est une mauvaise nouvelle pour les Espagnols. Précisons à toutes fins utiles qu'après l'échec du premier attentat et juste avant le massacre qui devait ensanglanter Paris et tacher l'honneur des Valois, l'ambassadeur d'Espagne a rompu officiellement toute relation diplomatique avec la France.
Comment, à partir de là, est-ce que ce crime politique soldé par un échec a ensuite dégénéré en massacre populaire? Ça, c'est une autre affaire. C'est une affaire sur laquelle on va revenir. Vous avez compris qu'une fois qu'on a lâché les chiens, de toute façon, il est très difficile de les retenir. Le sang de la Saint-Barthélemy macule le portrait du jeune roi Charles par Clouet. Ça, c'est sur la couverture du roman que vient de lui consacrer Jean Telet. Nous retrouvons Jean Telet dans un instant pour essayer d'y voir plus clair dans cette sordide, dans cette terrible affaire de massacre. Au cœur de l'histoire revient dans un instant. Jusqu'à 14h sur Europe 1. Plongez au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand. Et nous revivons aujourd'hui sur Europe 1 la nuit de la Saint-Barthélemy. Si vous avez des questions, des réactions, n'hésitez pas. C'est le moment, europe1.fr, mais aussi la page FB Franck. Eh oui. Réseau social bleu. Jusqu'au bout. Non. Nous sommes en compagnie de Jean Telet. Merci beaucoup Jean Telet d'être des nôtres. Vous avez donc écrit ce très joli roman, très inspiré, avec une espèce de faconde presque rabelaisienne et très contemporaine en même temps, puisque c'est votre style et votre patte. Vous citez Michelet. Michelet dit que Charles IX, votre Charlie IX, est mort à la Saint-Barthélemy. Exactement. Il dit que ça a été une des victimes de la Saint-Barthélemy. Et c'est vrai. Parce que la caractéristique de Charles IX, c'est qu'il n'a pas du tout supporté l'énormité de son crime. Il n'a jamais pu s'en remettre. Et il en est devenu dingue. Et tellement dingue que 1 an et demi après, il était mort. Et c'est pour ça que Michelet disait que Charles IX était une des victimes de la Saint-Barthélemy, qu'en fait, il est mort la nuit de la Saint-Barthélemy. Et Michelet disait aussi que la Saint-Barthélemy, ce n'était pas une journée, c'était une saison, parce qu'en fait, évidemment, ce premier massacre nocturne et parisien a été suivi par une séquelle d'autres massacres partout à travers le royaume. Exactement. C'est une grande saignée. Par que capillarité, ça s'est répandu dans toute la France, et les massacres de la Saint-Barthélemy ont continué jusqu'à presque fin octobre. Dans des cités reculées, jusqu'à presque fin octobre, on continuait à massacrer tout ce qui était protestant. Alors, vous parlez du crime terrible, l'énormité du crime, dites-vous, de Charles IX. D'abord, il faut dire à peu près quel est son âge, parce qu'on a toujours une image un peu d'un roi. Et ben voilà. Et parce qu'il était tout jeune, il avait 22 ans. Et ce qui est marrant, c'est que toute cette histoire, c'est des gens très jeunes. Le futur Henri IV, Henri Navarre avait 18 ans. Le futur Henri III avait 20 ans. La femme de Charles IX, Élisabeth d'Autriche, avait 17 ans. C'était des marmots, quoi. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Charles IX succède à son frère François II, qui n'a quasiment pas régné. Il a régné 9 mois ou 10 mois. Voilà. Il était atteint d'une mastoïdite, une maladie absolument horrible. Il est mort. Donc, lui monte sur le trône. Il est suivi, si je puis dire, et lui succédera un jour ce fameux Henri, qui deviendra Henri III, qui est le petit préféré de sa mère. Oui, que sa mère appelait Mes chers yeux, parce que c'était son fils préféré. Et donc lui est un peu coincé, il est tout jeune, il n'a pas les épaules finalement. Et il voulait pas être roi, il passait son temps à dire ça. Je ne voulais pas être roi, je n'étais pas destiné à régner. C'est à cause de mon père et mon frère qui sont morts trop tôt. Et en fait, c'était un petit mec balancé dans l'histoire de France, dans une période, comme vous l'avez raconté, extrêmement troublée, extrêmement... Et il n'avait pas du tout les épaules et les nerfs pour supporter ça. Il n'avait surtout pas les épaules pour résister à sa propre mère, qui est une personnalité d'une force exceptionnelle, cette Catherine de Médicis, sans doute mieux intentionnée que ce que l'historiographie du 19e siècle a voulu nous faire croire en disant qu'elle était finalement une sorte de monstre sanguinaire qui avait programmé la Saint-Barthélemy, mais qui n'en est pas moins un personnage extrêmement fort et qui entend bien régner à travers ses fils, et en l'occurrence à travers Charles IX. Mais en plus, elle est marrante, Catherine de Médicis, parce que elle a eu 5 enfants qui sont devenus rois ou reine. On disait d'elle qu'elle chiait des mômes sur le trône les uns derrière les autres. Après avoir été d'ailleurs stérile pendant très longtemps. Exactement, mais alors tout d'un coup, il y a eu François II, roi de France, Charles IX, roi de France, Henri III, roi de Pologne, roi de France, Marguerite de Valois, reine de Navarre, et Isabelle, reine d'Espagne. Exactement. Pas mal pour une mère. Oui, c'est pas mal. et quelle mère, hein, c'est la madre, c'est vraiment, elle a un côté comme ça extrêmement... Enfin, je devrais d'ailleurs plutôt employer un terme italien. Elle a aussi
aussi ce côté florentin, bien entendu, personnalité mystérieuse, et qui domine complètement son fils. Elle lui a imposé la Saint-Barthélemy? Ah bah oui, il aurait jamais ordonné ça. D'ailleurs, on sait les phrases qu'il a dites quand il a refusé ça. Il a dit quoi? Mais jamais je n'ordonnerai ce que vous me demandez. Je préférerais que mon corps soit traîné par les pieds dans les boues des rues de Paris. Il disait, vous vous rendez pas compte, on me considérerait plus tard comme pire que Néron. Il disait, c'est une histoire qui jamais ne pourrait s'effacer de la mémoire de l'humanité. C'est une histoire qu'on raconterait plus tard pour faire peur aux petits-enfants. Enfin, il a refusé jusqu'au moment où il a craqué, comme vous l'avez raconté tout à l'heure, en disant, vous voulez qu'on les tue? Alors d'accord, mais alors on les tue tous. Je veux jamais rencontrer personne qui me reproche ce que je vais ordonner. Et paradoxalement, la personne qui va le plus reprocher à Charles IX la Saint-Barthélemy, c'est lui-même. Et il va somatiser comme un dingue. On sait qu'il a commencé par avoir des hallucinations auditives, c'est-à-dire que après un Saint-Barthélemy, nuit et jour, il entendait des hurlements, les hurlements de ses victimes, alors que les victimes ne hurlaient pas, elles étaient mortes. Et après, il a eu des hallucinations visuelles, il voyait du sang partout. Henri IV, quand il serait devenu Henri IV, racontait que quand il jouait au dé avec Charles IX, tout d'un coup Charles IX criait parce qu'il voyait des jets de sang sortir des trous des dés. Quand on lui approchait à l'église une hostie près des lèvres, tout d'un coup il la voyait comme une flaque de sang. Il était halluciné par le sang. Et vous racontez d'ailleurs ces scènes de chasse aussi. Hein. C'est un vrai meurtrier à la chasse. Oui, alors notamment à cause du pape, parce que le pape de l'époque, il a fait très fort, Grégoire XIII. Dès qu'il a appris la Saint-Barthélemy, il a aussitôt chanté le Te Deum. Il a ordonné qu'on allume des feux de joie dans Rome. Il a aussi commandé une fresque à Vasari pour représenter la Saint-Barthélemy, une fresque qui est toujours au Vatican, hein, dans la salle Regia, et il a fait graver une médaille commémorative, et surtout il a offert une épée bénite à Charles IX. Et Charles IX, qui était devenu complètement taré, quand il faisait trop mauvais pour aller à la chasse, il chassait le lapin dans le Louvre, mais pas dans les jardins, dans le Louvre. Un grand coup d'épée que les galeries étaient vastes. Un grand coup d'épée bénite offerte par le pape, et il massacrait les lapins. Après, il s'est mis à chasser le cerf. Enfin, il est devenu complètement taré. On est dans une pièce de Shakespeare. Mais complètement, c'est vraiment ça. Et lui, tout d'un coup, s'est mis à s'entailler le doigt, je raconte ça dans le livre, et à goûter son propre sang. Et il disait, ça saoule. Et il est rentré dans un délire de sang, et après, il fallait qu'il tue, mais tout le temps. Et il pouvait caresser, il était tout le temps entouré de chiens. Tout en parlant avec des ambassadeurs, il pouvait parler de la Saint-Barthélemy en caressant la tête de son chien. Et soudain, il sortait poignard, il tranchait la gorge du chien. Alors le chien tombait par terre. Et lui se relevait, mais absolument désolé, en disant « Oh là là, ce chien était si gentil qu'il aurait fallu l'épargner. » Eh ben oui, mais il venait de le tuer, quoi. Est-ce qu'on sait aujourd'hui quel serait le diagnostic d'un psychologue? Il était atteint d'une forme de schizophrénie? Non, il a somatisé de façon extraordinaire. Au point même de finir par saigner lui-même. Oui. On y vient dans un instant, voilà. Jean Tellet. Il saigne en tout cas ce pauvre Charles IX, Charlie IX comme vous dites, avec un 9 en chiffre arabe sur la couverture de votre livre. C'est un très beau dessin de Clouet que vous avez passablement ensanglanté. Le roman est publié chez Julliard. Au cœur de l'histoire revient dans un instant sur Europe 1. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. On ne pouvait pas ne pas diffuser un extrait de la bande originale du film de Patrice Chéreau, La Reine Margot. Comment faut-il prendre cette formule, Julia? On ne pouvait pas. Vous êtes toujours bien à propos. C'est ce que je voulais dire, Franck. Effectivement, on ne pouvait pas faire autrement, mais enfin, on ne va pas non plus prolonger indéfiniment l'histoire. Vous avez bien raison, surtout que Jean Tellet est là. Voilà, et Jean Tellet est là, et pour nous parler donc de son Charlie IX, ce jeune roi de France complètement dépassé par des événements qu'il n'a pas créés, mais qu'il n'a pas su arrêter en même temps. Est-ce qu'il était conscient de ce qu'il ordonnait quand
quand même. Ben oui, il se rendait compte du danger. Finalement, c'est lui qui s'est rendu compte le plus de l'énormité de ce qui allait se passer. Et paradoxalement, c'est ça qui est quand même, il y a plein de paradoxes chez Charles IX, mais c'est qu'en fait, il aimait bien les Huguenots. Et que l'amiral de Coligny, il l'aimait tellement qu'il l'appelait mon père. C'est ça, c'était son père de substitution. Il faut pas oublier qu'Henri II était mort depuis très longtemps, en 1559. Et tous ses artistes préférés au Louvre étaient protestants. Et d'ailleurs, ça donnait des scènes cocasses parce que après la Saint-Barthélemy, Charles IX, à un moment, s'étonnait, il disait mais je ne comprends pas, je ne vois plus mes artistes préférés. Les gens autour, un peu effondrés, disaient mais Majesté, vos artistes préférés, ils étaient tous protestants. Alors si vous voulez, maintenant, ils sont tous un peu morts, quoi. Et il a ordonné d'en gracier 3 quand il a ordonné à Saint-Barthélemy. Il dit d'accord, vous les butez tous, mais sauf 3. On ne touche pas à Ambroise Paré, qui était la personne qu'il aimait le plus au Louvre, qui était son premier chirurgien et qui était protestant. On ne touche pas à Madame Portail, qui était sa nourrice et qui était protestante. Et on ne touche pas à Marie Touchet, qui était sa maîtresse et qui était protestante. Et même son secrétaire, Monsieur Nicolas, était protestant. Ce qui fait que le seul artiste qu'il aimait beaucoup au Louvre et qui était catholique, c'était Ronsard, qui lui a toujours été pour la Saint-Barthélemy. Donc c'est ça un des paradoxes de Charles IX. Quand on vous entend, Jean Telet, on se dit quand même que les protestants étaient très nombreux, qu'ils étaient très influents, à tout un ensemble de postes très spécifiquement utiles. Est-ce que, alors encore une fois c'est de l'histoire-fiction, j'ai commencé mon récit par ça tout à l'heure, est-ce que si la Saint-Barthélemy n'avait pas eu lieu, et est-ce que au-delà de la Saint-Barthélemy, si cette espèce de réaction catholique sanglante n'était pas intervenue, la France aurait pu devenir un royaume protestant? Ah oui, mais ça tient vraiment à peu de choses, mais effectivement ça aurait pu arriver. Et si c'est arrivé, c'est à cause d'une erreur, mais c'est vraiment un détail. C'est que quand Catherine de Médicis et Henri d'Anjou ont décidé de tenter de faire buter Coligny. Ils ont pris un seigneur qui était juste avant le 22, professionnel, qui s'appelait Maurevert. Ils ont dit voilà, il faut buter Coligny et l'autre a dit très bien, je vais faire ça à l'arbalète. Et ils lui ont dit ah non, faut pas faire ça à l'arbalète parce que maintenant il y a des armes beaucoup plus sophistiquées, il faut faire ça à l'arquebuse, ça sera plus sûr. Et Maurevert a dit l'arquebuse c'est le fusil si on préfère. Voilà, c'est dommage parce que moi je suis plutôt plus fort à l'arbalète. Il a dit vous ferez ça à l'arquebuse. Quand il est arrivé rue de Béthisy, Coligny, et que Maurevert était à une fenêtre cachée derrière du linge et qu'il a tiré, et du coup il l'a loupé. Et si on avait écouté Maurevert qui avait fait ça à l'arbalète, sûrement que Coligny aurait été tué. Catherine de Médicis aurait mis tout ça sur le compte des Guisards, et puis l'affaire était réglée. Il a essayé quand même, Charles IX, de limiter les dégâts quand il a vu que ce massacre ne se cantonnait pas aux quelques chefs protestants, ce qui avait dû probablement être décidé en conseil restreint, parce que ça on ne le sait pas, il faudrait qu'on ait des espions que nous n'avons pas. Lorsqu'il se rend compte que ça s'étend, que l'on se met à assassiner partout et à auxir le moindre protestant, et pire que ça s'étend au-delà de Paris, dans la France entière, il fait tout ce qu'il peut, il envoie lettre sur lettre, il mobilise les gouverneurs, il veut arrêter le désastre, mais il n'en a aucun moyen. Non, et puis il était pas grand-chose au point de vue efficacité. Et puis surtout, après Saint-Barthélemy, il a voulu se détacher de la politique. Alors voilà. Ça ne l'intéressait plus. C'est ce que vous racontez, vous. Et d'ailleurs, à un moment, il y a une phrase qu'il répétait souvent après Saint-Barthélemy, c'est « Toutes choses humaines ne me sont plus de rien ». Ça ne l'intéressait plus. Il ne voulait plus se mêler de rien, tellement il était dégoûté par ce qu'il avait fait. Il fallait le traîner au Conseil royal pour prendre des décisions. Il va régner combien de temps encore ? 1 an et demi. 1 an et demi. Un an et demi pour que la maladie qu'il a somatisée, qu'il a fabriquée, finisse par l'emporter. Alors faut que vous nous la racontiez. Alors à l'époque, les gens pensaient que ce qu'il subissait, c'était une sanction divine. Tout d'un coup, il s'est mis à ruisseler de sang. C'est-à-dire qu'à force de vouloir du sang autour de lui, ce que vous nous racontiez tout à l'heure, etc., il se met lui-même à saigner. Exactement. Et alors tout le monde prenait ça pour une punition divine, et maintenant on sait qu'en fait c'est une véritable maladie qui existe encore. Il y a encore des gens qui peuvent souffrir de ça. C'est une maladie qui s'appelle l'hématidrose, et c'est, vous savez, c'est comme quand on est ému, mais démultiplié. Par exemple, si quelqu'un arrivait dans le studio et se moque de nous, nous ridiculise, tout ça, on se met à rougir. On se met à rougir parce que quand on est en situation comme ça d'émotion, le sang afflue sous la peau et du coup ça colore la peau en rouge. Mais quand c'est au point
sein de Charles IX, les vaisseaux sous la peau éclatent et le sang, il faut bien qu'il sorte par quelque part, et il sort par les pores de la peau et il ruisselait de sang. Ce qui fait que Charles IX disait, c'est tout le sang que j'ai fait verser qui ressort par mon corps. C'est un cas de somatisation absolument incroyable. Et il se détestait tellement que quand il transpirait de sang, il passait son temps à se renifler sous les bras, tout ça, et il disait, je sens bon, le corps de son ennemi sent toujours bon. C'est-à-dire qu'il se considérait lui-même comme son ennemi. Et quand on s'inquiétait pour sa santé, il disait, il vaudrait mieux pour la France que ma vie fût brève plutôt que longue. Parce qu'en plus de ça, à chaque fois, en plus de la Saint-Barthélemy, à chaque fois qu'il a pris une décision, Charles IX, ça a été une connerie. Parce qu'on lui doit le 1er janvier, comme début le changement de calendrier. Ça s'est très très mal passé. Ça a tellement déplu aux gens que du coup, on lui doit le poisson d'avril. Les gens continuaient à célébrer les étrennes au 1er avril. Et voilà. Et puis, à un moment, il était tellement désemparé, il savait plus quoi faire pour la France. Il avait même tenté de faire de la fausse monnaie. Roi de France, il fait de la fausse monnaie. Faut quand même le faire. Oui, il n'était pas le premier. Non, c'était déjà arrivé une fois. Mais enfin, quand même. Et à un moment, il savait tellement plus quoi faire pour sauver son peuple qu'il a décidé que le 1er mai, on allait offrir un brin de muguet. Et Catherine de Médicis a dit, ça, je suis d'accord. À partir du moment que ça coûte rien, c'est bon. Les soldats allaient, notamment dans Paris, distribuer des brins de muguet aux gens en disant, c'est de la part du roi qui vous souhaite bien du plaisir. Les gens qui crevaient de faim à son époque, ils disaient, pour une fois qu'il nous file à bouffer ce con-là, donne ça, soldats. Ils balançaient ça dans la soupe. Ils ont bouffé, c'est ça. Et sauf qu'il y avait un énorme problème avec le muguet, c'est que dans le muguet, tout est toxique, tout est mortel. La clochette, la tige, la feuille, tout fait crever. Les gens qui ont foutu ça dans la soupe, ont crevé en masse. Donc, c'est-à-dire à chaque fois qu'il a pris une décision, ça a été une hécatombe. Et même ses obsèques. Quelque chose de la malédiction. Hein. Quand il est mort et quand il y a eu la messe pour son enterrement à Notre-Dame, après, il y a eu le cortège qui est parti pour aller à la basilique Saint-Denis où on enterre tous les rois de France. Et là, dans le cortège, il y avait des catholiques, il y avait des protestants, il y avait aussi des malcontents, une autre catégorie, des gens qui étaient un peu catholiques, un peu protestants, mais en tout cas pas contents. Et tout le monde a commencé à se foutre sur la gueule pour savoir qui devait être plus loin, plus près de trucs. Et tout le monde a commencé à sortir les épées, les poignards. Même au moment des obsèques, même ces obsèques ont été Saint-Barthélémiesques. On parle toujours de la folie de Charles VI. On peut parler de cette espèce de folie sanguinolente de Charles IX maintenant, et on le fait grâce à votre roman Gentelet. Charlie IX, c'est édité chez Julliard. Pauvre personnage. J'ai envie de dire, vous ne le réhabilitez pas tellement, mais vous nous permettez de le comprendre, et quand on comprend mieux les gens, on les aime un peu plus, peut-être. Mais moi, je le plains plus que je l'accable, ce petit roi, qui en 1793, d'ailleurs, ses restes ont été jetés dans une fosse commune. Voilà, c'est vraiment un destin de merde. On a envie de dire, c'est vraiment la conclusion de tout ce qu'on vient de raconter. Bonjour Elena, vous nous avez rejoint depuis tout un moment, je vous voyais écouter ce que racontait passionnant. Bonjour Franck, bonjour Julia, bonjour. Alors, on va quitter cet univers de Charles IX et du massacre de la Saint-Barthélemy pour s'intéresser à quelque chose de complètement différent, les activités extrascolaires de nos enfants. Que faisiez-vous quand vous étiez petit, tiens, Gentelet ? Du dessin. Du dessin. Vous, Franck Ferrand, vous n'échappez pas à la question. Moi, je faisais de l'histoire déjà, beaucoup. Vous faisiez alors, votre, au cœur de l'histoire, pourrait faire partie de ces activités extrascolaires enrichissantes, sauf que aujourd'hui, nos enfants en font 1, 2, 3, 4, 5, voire une activité par semaine. Et les professionnels de s'interroger, n'en font-ils pas trop? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui, la question des experts d'Europe 1, et vous pouvez d'ores et déjà nous envoyer des messages au 3921 ou sur europe1.fr. On a envie de dire, Elena, laissez-les vivre. C'est exactement ça. C'est exactement ça. On se retrouve demain, Julia. Avec plaisir. À demain, Franck.